Voilà, un œuf. Un petit de quelques jours. De plumes qui poussent. Et un oiseau comme il faut. Depuis que je peux penser, ma vie tourne autour des oiseaux, ou les oiseaux ils tournent autour de moi. Je me rappelle très très bien mon premier oiseau que j'ai vraiment identifié, c'était en fin de la guerre. On était dans un camp, on a eu faim, on n'a eu rien à manger, on mange même des herbes. Et là un jour, cet oiseau s'est posé sur un petit arbre et je l'ai attrapé. Le soir, ma mère elle m'a dit, on appelle ça en allemand une Waldrohreule, un moyen-duc, et on a mangé cet oiseau. Et je crois que cet oiseau a passé dans mon estomac, et il y a quelque chose qui a resté là-dedans, c'est l'amour pour l'oiseau. Hey, Capi! Possible, il m'a sauvé la vie. Plus tard, quand on est en Westphalie, on a tout perdu, on est en pleine campagne, habité chez des paysans. Je suis allé chercher des œufs de vanneau, de petits corbeaux dans le nid. On mange tout ce qui était presque mangeable, parce que quand tu as faim. Et dans le village, il y était un garçon qui a eu un livre sur les oiseaux. Et là, je suis allé après l'école et j'ai fait des copies de ce livre sur le bord du journal, parce qu'on n'a eu même pas de papier. Et j'ai fait avec ça mon premier livre d'oiseaux. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré une fille, c'était ma copine, on a fait une balade dans une forêt, et un coup j'ai entendu un oiseau, c'était un pouillot Bonelli, que je n'ai jamais entendu avant. Il chantait, et j'ai dit, mais attends, je reviens tout de suite. Et quand je suis revenu 1 heure pour suivre plus tard, elle n'était plus là. Et pendant 4 semaines, j'ai dit, pas d'oiseau, je ne m'intéresse pas d'oiseaux. Quelquefois, j'ai même l'impression, j'ai un peu de maladie d'oiseau. C'est comme un virus qui est dans moi et j'aimerais bien, mon dernier jour, une chouette possible, un moyen-duc qui va chanter sur ma tombe. Depuis 1977, j'habite avec ma femme et au début avec 2 enfants et plus tard une autre fille qui est née ici, dans le Gers. Et ça me plaît beaucoup ici.
On n'est pas loin du Méditerranée, on n'est pas loin d'Espagne, qui est très important pour moi, la montagne, et à l'autre côté, des Landes et l'Atlantique. Ça veut dire que je peux avoir tous les oiseaux d'Europe presque autour de 200 km de chez moi. Les grues, c'est des oiseaux qui m'intéressent depuis longtemps. Comme moi, quand j'étais jeune, j'en ai vu toujours qui passaient dessous moi. À l'époque, je ne pouvais pas le voir trop proche. J'ai eu pas de jumelles ni rien. Et j'ai vu de loin de grands oiseaux. C'est des oiseaux fantastiques. C'est une beauté, une élégance qu'on trouve rarement chez les autres oiseaux. C'est un oiseau lors de la reproduction, on va voir toujours en groupe. Toujours ils sont ensemble, en grand vol, mais dans ces groupes, ils ne sont pas un ordre social. Chacun a le même droit. C'est pas comme dans une troupe de vaches où il y a un chef. Les grues, c'est vraiment des oiseaux en principe démocratique. Tout le monde est pareil. C'est des oiseaux qui étaient avant, encore ici dans la région où j'habite, des gibiers. Et contraire, en Suède, ils sont un oiseau mystique qui porte en printemps la lumière. C'est pas seulement des oiseaux qui m'intéressent, c'est aussi les gens dans toutes leurs différences. C'est possible ça qui m'intéresse plus que presque les oiseaux. Mais les oiseaux, c'est à moi mon clé pour rentrer dans des gens. Et souvent, je vois des gens avec l'œil des oiseaux. J'aimerais bien de faire des voyages avec eux et passer dans tous ces différents pays, du nord jusqu'au sud. Idag på morgonen så hörde jag tranorna. Jag gick ut i trädgården och då såg jag verkligen årets första tranepil. En stund efter så såg jag även vildänder komma flygande fram över himlen. La Suède, c'est un pays presque mythique pour moi, plein de légendes, d'espaces, beaucoup de forêts, beaucoup de lacs. Et c'est ici où niche beaucoup d'oiseaux qui passent chez moi. Nu sitter jag här och läser en jättetrevlig bok om fåglar från Sverige och bland annat om tranor och deras dansar på Hornborgasjön. Och sen läste jag att trollkunniga människor har förvandlat sig till ett djur. Den här gången en stormatsbritta som har förvandlats till en trana. Tyvärr är det så att om någon känner igen den och säger ens namn, då får hon tillbaka sitt rätta form. Jag tänkte den här gången var det sig väl inte bättre än att drängen i gården bredvid fick se stormatsbritta och ropade högt hennes namn. Är det inte stormatsbritta? Och då fick stormatsbritta tillbaka sitt riktiga form igen och damp ner på jorden med en världens smäll. Och det ska ni veta,
att om ni sen ser en gång en ensam trana på ett fält, då är det alltid en förtrollad person. On se demande pourquoi les oiseaux ils font cette longue migration, pourquoi ils ne restent pas directement dans le sud. Mais la Suède, c'est beaucoup de lumière, de jours très longs et beaucoup de nourriture qu'ils ne trouvent pas en été dans le pays du sud. That's the Hornborga Lake. Now you see it. Oh, It was fantastic. all covered with reed before, so All all this is here? open. Yes, all of it. You couldn't see any water here before. it's beautiful, and all those birds here. It's 1,200 hectares. That is The area. 2,000 football fields of reed that was taken out of the lake. And you took it out with a machine, or? Yeah, with special machines. Oh yeah. And then you see on this side that Yeah. before it was Yeah. surrounded by forests. So we did how, cut the down forests all along the. all along the shoreline. I It's see. 800 hectares. Wood and bushes. Oh yeah, yeah. And now the water is filled up by the river, or is it? Yes, Yeah. we have one main river and a couple of small ones. Yeah, So they yeah, are, yeah. we raised the water with 85 Yeah. centimeters. So And that now took it some is time. a nature reserve. Yeah, it is a nature reserve of about 4,000 hectares, Oh yeah. covering the lake, the Yeah. surrounding wet meadows, and some parts Yeah. of the slopes up Yeah, here. yeah, yeah. And it must become now very important for the bird population. But I see the grebes are there are geese, there are all those ducks, and then especially for the crane. Yeah, the importance of the lake has increased substantially. I mean, Yeah. most wetland species has just gone up, yeah. and of course the cranes too. So we have a peak day during spring. We have more than 10,000 cranes, and it is most of Just the here. Scandinavian population. Yeah. Idag ska vi prata lite grann om tranan. Tranan är en fågel som ni säkert känner igen och känner till allihopa som bor här vid Varnhem. Och här på kartan kan ni se var vi bor. Det här är ju Sverigekartan. Vet ni vad den här sjön heter här, dit tranorna flyger för att äta sig tjocka och feta för att flyga ner till sydligare länder? Elin, vad heter den sjön? Ja, Hornborgasjön heter den. De skulle klara sig här på vintern också, för de är inte rädda för kyla. Men det är så, förstår ni, att de klarar sig inte, för de har inte tillräckligt med mat här vid Hornborgasjön på vintern. Nu undrar jag om ni kan låta som tranor. För ni har säkert hört tranor allihopa. Får vi höra nu då? Hur låter de? Lite bättre kan ni. Då gör vi det allihopa. Oj!
Alors je suis en train de faire ici sur un champ d'orge. Et il y a environ, je crois, 1000 grues. Et je me fais un croquis pour attraper l'atmosphère. C'est-à-dire, il y a certains arbres, c'est pour ça que j'écris quelquefois, j'écris dedans, qui sont dorés, c'est surtout des bouleaux. Il y a quelques chênes, quelques sapins. Et devant, il y a 2 bandes de grues qui sont en train de manger des graines qui sont tombées. Sur le premier plan, c'est très étonnant, il n'y a presque rien que des adultes et derrière, il y a des familles. Un mâle et une femelle, 1 ou 2 jeunes. Et quelquefois, on a trouvé des familles qui sont un peu à part. Ça sont des familles qui sont juste arrivées, qui ne sont pas encore tout à fait intégrées dans le troupeau. Plus tard, ils se mélangent tous, mais la famille reste toujours intacte dans ces grands troupeaux de 1000, et après, ça va être même plus que ça. Sorry, I come on your food here. I told the cranes over there. They're not afraid when you go up there. No, not for the machinery, No, not for not at you, all. not for normal behaving on the fields. Yeah, I see. Yeah. And do they do any harm on your crops and so? Or? Yes, before we are harvesting. Oh They yeah. are going yeah. out in the barley Yeah. and eating. Oh, yeah. And not so much eating, they are, Oh, they tear pushing it it down down with and the so of big course, foot. yeah. and they also are picking potatoes. Okay, if they eat 1 hectare of barley, but they have to leave our potatoes. Des grues, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas encore la même voix comme les adultes. Ils sifflent un peu comme un poussin. Et avant, les gens nordiques, ils pensaient, ces cris, ça ne vient pas de grues. C'était des petits oiseaux qui se mettent sur le dos des grues et sont eux qui chantent. C'était des grues qui étaient des porteurs, un genre de taxi-grues. Ça me fait penser à Nils Holgersson, qui a fait le voyage sur le dos des oies cendrées. La mer Baltique elle est très importante pour les oiseaux. Toute la population de grues, par exemple, qui nichent en Scandinavie, ils viennent vers la côte. Et là, c'est la première preuve, surtout pour les jeunes. Les adultes, ils ont de l'expérience. Alors, ils restent quelquefois quelques jours à l'intérieur. Et après, quand ils ont vraiment envie, ils traversent. Mais les grues, normalement, ils démarrent plus loin. Quant à les petits oiseaux, pour eux, c'est vraiment un danger. Beaucoup qui passent la nuit, mais les autres, ils volent le jour. Et on peut le voir souvent ici sur le bateau, des pinsons du Nord, des pinsons, de rouge-gorge même. Ils volent assez bas derrière le bateau. Et quelquefois, ça peut l'arriver. Ils ont presque fait le trajet jusqu'à l'autre côté. Ils sont fatigués. Ils se posent sur un bateau et ils sont portés une autre fois vers la Scandinavie des côtés où ils sont venus. Ça veut dire qu'ils font 2 fois le voyage. On arrive en Allemagne, c'est à Rügen, comme tous ces migrateurs scandinaves et aussi baltes, surtout de grues, qui se regroupent ici à Mecklenburg-Vorpommern.
beaucoup à Rügen même, des autres au Bock et dans tous ces endroits avec des lacs, de vastes espaces, des grands champs énormes. C'est ici mon pays, mais un pays que je ne pouvais pas visiter. Avant, le mur n'était pas tombé, on ne pouvait pas venir. Et maintenant, je suis étonné de voir en contact avec les gens locaux ici, qu'est-ce qu'ils ont fait même avant pour la protection de ces migrateurs. C'est un travail énorme et nous, encore, on profite de ça. J'ai une scène fantastique devant moi, 2 pigargues. On est en train de manger, c'est un oiseau jeune, un oiseau adulte. Et bon, ils sont 2 pigargues ici, et à côté, il y a des grues. Et j'ai l'impression que les grues, ils ont vraiment peur de partir parce que les pigargues, ils sont trop proches. Devant moi, il y a aussi une cinquantaine de différents canards qui sont posés là. Et tout ça a une surface de même pas 1 hectare. C'est fantastique. La pigargue, c'est un grand aigle, beaucoup plus grand que l'aigle royal. Un oiseau assez lourd, charognard, mais aussi chasseur. Des grues qui sont là à côté, ils ont peur de partir parce que l'aigle, il n'attrape pas, mais il peut voler derrière, il peut un peu embêter, il peut se allonger dessus parce que comme beaucoup de rapaces, il aime bien de jouer. Mais ils ne sont pas vraiment en alerte. Il y en a même, quand je vois ça, il y en a certaines, ils mangent. Mais quand même, c'est surtout des adultes qui sont vraiment en alerte. Ils gardent vraiment bien qu'est-ce qu'ils font, ces 2 pigargues. Morgen, Herr Tomegas. Das ist ja fantastisch bei Ihnen hier. Ich habe da eine Szene, ist unglaublich. 2 Seeadler, daneben die Kraniche. Ich glaube, die haben ein bisschen Angst, jetzt abzufliegen. Ist das möglich? Ja. Ja? Falls es Sie interessiert, ich habe einen toten Kranich im Auto. Ich habe ihn gefunden. Ja. Noch gut im Gefieder? Ja, ist noch sehr gut. Ah, ja. Den habe ich auf einer Ackerfläche gefunden unter einer Hochspannungsleitung. Ja. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne Kraniche gegen die Leitungen fliegen wenn sie dann gefunden werden, frisch gefunden werden, ist es sehr gut. Ich will ihn ausstopfen lassen. Also, das ist möglich noch, das darf man. Das darf man nur mit Genehmigung. Also diese Tiere. Also ein Privatmann darf das nicht. Nein, Privatmann darf das nicht. Man darf es für Ausstellungen oder für die Forschung darf man es tun. Also wunderschön, sehr schön erhalten. Ein großes Tier. Nein, das ist oft gar nicht zu sehen. Die haben vielleicht innere Verletzungen. Das ist schwer festzustellen. Erst beim Präparieren ist es möglich. Was geschieht jetzt mit dem Vogel? Ich schneide jetzt den Kranich auf und beginne praktisch mit dem Abziehen des Vogels. Ja. Und dann kann man auch sehen, wann der gestorben ist. Also. Das ist manchmal zu erkennen, manchmal auch nicht. Ah, ja. Wenn jetzt die Vögel Verkehrsopfer sind oder gegen eine Hochspannungsleiter geflogen sind, dann ist das oftmals zu erkennen. Ja. Aber wenn eine andere Todesursache vorliegt, dann erkennt man das mit bloßem Auge so einfach nicht. Es kann also sein, dass die Tiere vergiftet wurden
Und da ist es nicht so zu erkennen. So, jetzt trenne ich. Das ist ja eigentlich sehr gutes Fleisch, wenn man das so sieht. Ne? Ja, sieht jedenfalls manchmal doch ganz appetitlich aus. Es gibt auch ein scherzhaftes Sprichwort: Ein zoologischer Präparator ist noch nie verhungert. So. Heißt das, wenn jemand einen Zaunkönig findet, dann darf er sich den einfach mitnehmen? Und Nein, das sind geschützte Arten. Ja. Und die sind nur für Lehre und Forschung Ja. präparierbar, Ja. beziehungsweise für Museen. Ja. Das ist ja Lehre und Forschung dann. Ja. Oder für Schulen. Ja. Und trotzdem muss dafür dann auch noch eine Genehmigung Genehmigung vorliegen. sein, ja. So, ich habe jetzt den Ja. Schwanzwirbel durchgetrennt. Ach, das ist jetzt der, Ja, der Schwanz gewesen, hier ist der Stoßzahn. ja. Und der wird jetzt praktisch umgekrempelt. Der ganze Vogel. Der ganze Vogel wird jetzt von hier aus umgekrempelt. Und die Flügel und das alles? Das passiert dann. Da arbeite ich mich jetzt vor zum Ja. Flügelgelenk. Ja. Und jetzt wird der Hals rausgezogen? Jetzt ziehe ich Ja. den Körper so weit vor, bis zum Schön. Kopf, so weit wie ich komme. Ja. Und da der Hals hier, die Halshaut besonders eng ist, Ja. muss ich den Körper hier abtrennen Ja. und mache nachher einen Halsschnitt, Ja. um dann den Kopf zu entfleischen. Ja. So, was passiert jetzt hier? Wenn man das jetzt hier so sieht, ich meine, hier ist ja noch alles nass, dann glaubt man gar nicht, dass das überhaupt noch mal ein richtiger Vogel wird. Nicht? Das ist ja ein Durcheinander. Der ist jetzt gewaschen worden? Ja, der Vogel ist gewaschen worden, Ja. weil ja oft die verletzten Vögel dann auch blutig sind und während des Abziehvorgangs treten Körperflüssigkeiten aus, die dann das Gefieder nachträglich verschmutzen. Und auch zum Schutz gegen Schädlinge muss die Haut und das Gefieder gewaschen werden. Und wird jetzt getrocknet. Und der wird wieder mal richtig wie ein Vogel aussehen. Der sieht nachher wieder wie ein richtiger Vogel aus. Und das ist immer erstaunlich, wenn man den vorher nass sieht. Hier sieht man das ja noch. Ja, ja. Alles noch strähnig. Und hier geht dann das Gefieder schon wieder auf. Und das ist natürlich alles reine Erfahrungssache jetzt. Ja, und natürlich auch dieses anatomische Grundwissen, das man haben sollte als Präparator. Sonst ist der Beruf dann doch falsch, wenn man da... Wie kommt man überhaupt zu so einem Beruf? Also ich kann da nur von mir ausgehen. Das war so, dass ich mich als Kind für Ornithologie interessiert habe. Ja. Und da wollte ich Beruf ausüben, mit dem ich damit zu tun habe. Ja. Und da hat sich das ergeben, dass ich im Cottbuser Museum Präparator lernen konnte. Na, ich glaube, ich mal doch lieber Vögel. Nicht? Ja, also zeichnen und malen, das mache ich auch ganz gerne. Ja. Jetzt ist er grob zusammengesteckt. Jetzt kann ich ihn sozusagen hochnehmen und dann auf ein vorbereitetes Podest stellen. Ja. Und dann wird er gestaltet. Dann muss ich die Haltung... Dann können Sie jetzt hier Ja, endgültige dann kann ich- Form geben. Ja. Ganz genau, dann kann ich... Und zum Schluss wird er dann zugenäht. Die Ja. Flügel werden jetzt in Ordnung gebracht und alles. Das wird jetzt alles so Ja. zurechtgebogen. Ich müsste ihn jetzt einspannen, den Ja. Schraubstock. Ja. Dann kann man das schon mal grob alles ordnen. Dann zunähen, nochmal vergiften vorm Zunähen. Ja. Zunähen und nachher ganz zum Schluss, wenn die Haltung gegeben worden ist, dann das Feder ordnen. Jetzt Das- können Sie ihn noch so drehen, wie Sie Ja, wollen, die der- Beine runter ja, machen. der- Den könnten Sie auch sitzend machen, wenn der Sie ist jetzt, ja, der ist jetzt frisch, jetzt kann ich noch überall dran arbeiten. Ja. Also, das ist natürlich Und dann- jetzt noch nicht so, wie er sein soll, das ist ganz klar. Ja, natürlich nicht. Je ne suis pas contre la vraie taxidermie. Ça veut dire quelqu'un qui veut s'empailler une buse qu'il a tuée avec son fusil et mettre dans son salon. Ah non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais quand on trouve un oiseau, et ça on le trouve tout le temps, moi je trouve sans arrêt de chouettes et frais et des autres oiseaux, on peut le bien naturaliser pour le musée, pour les écoles. Et avant, je travaillais dans un musée d'histoire naturelle à Bonn. Et pour moi, c'était très très important pour avoir le détail d'oiseaux. Quand j'ai voulu faire un portrait d'un oiseau des Himalayas, alors je ne peux pas aller chaque fois dans les Himalayas même. Et là, on a des oiseaux dans la main, on voit tout le détail. Pour la science, la taxidermie a encore son rôle, son place.
Après le repos à Rügen, à Mecklenburg-Vorpommern, les grues continuent leur voyage vers le sud. Ils n'ont pas de possibilité presque de se reposer parce qu'il faut traverser le pays de Ruhr et le Bas-Rhin, la plus grande concentration de villes en Europe. Et c'est là aussi où il y a une forte concentration d'aéroports militaires et civils. Et c'est pour ça qu'on a fait des études sur la migration d'oiseaux, surtout sur les grues, parce qu'ils posent des problèmes pour les avions. La prochaine grande concentration de grues, c'est en France, dans le Champagne, au lac de Der, Chantecoq. Alors, tu te mets à côté, tu regardes tes camarades. Alors, c'est plus grand ou c'est plus petit, Jérémy? C'est plus grand. Vous voyez, la grue, elle est grande, puisque là, elle est posée comme Jérémy, hein, posée sur la table. Mais la grue, elle est plus grande que Jérémy. Allez, saute. C'est bon. Bon, on sait déjà que c'est plus grand que vous, plus grand que Jérémy. À l'occasion, dans leur grand voyage vers le sud, eh bien, elle s'arrête un petit moment, ici, là. Qu'est-ce que c'est, là? Ce que je montre, là, ce point-là, qu'est-ce que c'est? Charlène? Le lac du Der, c'est chez nous. Pourquoi s'arrête-t-elle au lac du Der? Elle s'arrête quelques moments pour se nourrir, puis se reposer un petit peu, parce que ce grand voyage est très fatigant. Quelquefois, il y a presque le même nombre d'ornithologues et d'autres spectateurs qui viennent pour observer ces oiseaux que de grues même. Là, ça peut plus durer. Hein. Maintenant, la colère, elle monte, hein, d'année en année. On s'est équipé de revolvers avec des fusées, c'est vraiment inoffensif, hein, il n'y a aucun risque pour elles. Bon, on tire au-dessus d'elles et puis avec le bruit, ça les fait partir. Bah, les grues, elles picorent les graines qui sont germées ou qui sont en cours de levée. Alors le problème, c'est qu'elles en picorent très peu, mais elles en grattent un maximum. Tout ce qui est gratté, ça lève plus, ça crève, et puis bon, à la moisson, c'est des épis en moins, du grain en moins. Hein. Au début, quand elles arrivent à l'automne comme ça, elles sont un peu moins agressives. Hein. C'est tolérable, disons. Mais au printemps, quand elles repassent, déjà, elles sont plus nombreuses, et c'est là qu'elles nous causent des gros dégâts. Hein. Bon, avant, il n'y en avait pas beaucoup en toléré, mais bon, c'est sûr que ça ne peut pas durer tous les ans comme ça. Hein. Parce que nous, ça nous coûte aussi, hein, nous, le gasoil, c'est des frais supplémentaires. Hein. Il faudrait trouver un système pour les attirer dans certains champs ou trouver un moyen de les faire partir, mais qu'on ne soit pas obligé de venir tous les jours dans la plaine pour les courser, hein, parce que là, ça ne peut plus durer. Hein. Nous, on va pas semer pour nourrir les grues. Hein. Là, vous allez amorcer dans le malheur d'amorcer un peu, vous allez prendre une gueule de 5 mètres, vous pêchez la friture. Ah oui. Vous voyez, je vois le bouchon bien au loin là-bas, je le vois très loin, mais autrement. Je vois, il sort rien aujourd'hui. Ah oui. Qu'est-ce que fait ça? C'est le vent ou. Ah voilà.
Et le plus grand que vous avez jamais pêché, c'était quoi? Brochet. Un brochet. Il fait 11 kg 800. Combien? 11 kg 800. Oh là là, 1 il m était 18. long. 1,18 m. Et c'est bon à manger encore? Ah bah oui, des gros C'est comme taille, ça, oui. C'est de mieux. femelles, là, de gros. Oui, là, c'est des grands-mères. Quoi. Ah oui. C'est comme nous. Ah, oui. Et j'ai vu, il y a beaucoup de cormorans, ça vous gêne? Environ 3000. Hein. 3000? Oui. Oui. Bah, l'année dernière, ils ont essayé de le faire disparaître avec des fusils oui. à Farouge. Ah oui, oui. Mais ça n'a rien fait du tout. Oh non, non. Non. Bah, il y a le poisson pour tout le monde. Ici. Exactement, mais oui, il y a du poisson, parce que quand ils le vident d'air, là, il y a des fois, il y a des milliers et des milliers de poissons qui crèvent parce qu'il manque d'oxygène. Ah oui. Donc à ces comptes-là, on ne peut pas s'en prendre au cormoran. Ah non. On peut s'en prendre aux personnes qui s'occupent de ça. Oui. Ah, la nature est faite pour tout le monde, hein, de toute façon. Non. Du poisson, il y en a pour tout. À Pont et à Ramonde. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent quand même. Oh, ben ça, vous aurez toujours des gens comme ça. Hein. Oui. Ça, ils ne sont pas habitués de bord du coin, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un cormoran. Oui. Pour ainsi dire, ils ne savent même pas ce que c'est. Et le gru ici, bon. Ah, ben, là, beaucoup, il y en a beaucoup aussi. Non, ça, c'est pas les bêtes qui mangent beaucoup, ça. Non. Elles mangent plutôt des graines ou des machines comme ça. Oui, c'est ça. Dans les champs de maïs. Oui. C'est vrai, ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort là? Non. Après un repos de quelques jours, quelquefois même quelques semaines, ils continuaient leur voyage vers le sud. Les couloirs maintenant viennent plus en plus concentrés et maintenant ils arrivent dans le pays des chasseurs, le pays latin. Ils passent même dessus ma maison et là j'ai entendu des histoires très bizarres. Il y a des chasseurs d'un certain âge, ils disent « Ah, ça c'est pas de grue, oh non, ça sonne des dindons sauvages. » Pof, comme ils ne sont pas protégés, ils tirent dessus. Et la prochaine étape, c'est maintenant le Land. Avant, c'était toujours à Cap-Cieux, une base militaire aérienne. Et là, c'était très bizarre de voir des grues voler quelquefois entre le mirage. Depuis quelques années, ils sont plus en plus concentrés à Arjusan. Arjusan, c'était avant une mine de lignite et maintenant, c'est tout modifié par l'homme. C'est devenu un paradis d'oiseaux. On a essayé de recréer sur la plateforme un paysage qui n'existe plus dans la lande. On a essayé de reconstituer cette lande humide parsemée de graminées avec quelques arbres épars. Et c'est en fin de compte le paysage, le biotope que les grues préfèrent. C'est sûrement pour ça qu'elles sont venues s'arrêter ici. Il n'y a pas seulement de grues ici. Sur la réserve, il y a environ 170 espèces d'oiseaux qui ont des statuts différents. Soit ils nichent sur la réserve, soit ils passent l'hiver, soit ils font une halte migratoire. On a à peu près une quarantaine d'espèces de mammifères, chauves-souris compris. Hein. Oui. Pour les oiseaux, en ce moment, on est en train de faire du bagage de bécasse pour étudier la migration. Un oiseau qui vit au sol d'un bois, il n'a pas de problème avec la bague après, vous ne pensez pas? Non, je pense que le bagage est un moyen de déterminer correctement les transits migratoires, les répartitions spatiales des populations. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près le seul moyen pour suivre les oiseaux pendant les transits migratoires de l'ère de nidification vers les aires d'hivernage. Et ça nous permet ainsi de connaître un peu le transit géographique qu'effectuent les oiseaux, la répartition spatiale de cette population, et aussi de faire des études populationnelles. Alors bien sûr, il y a d'autres techniques, mais bon, c'est une technique qui est bien rodée. On capture les oiseaux relativement facilement avec une épuisette et un phare. Donc c'est quelque chose qui marche bien et qui ne pose pas de problème. Et puis bon, ça nous permet d'avoir une banque de données relativement intéressante ensuite qui est à analyser bien sûr, sur le long terme.
pourquoi cette bécasse elle est encore heureuse, même avec une bague, elle peut continuer sa vie. Mais combien de bécasses chaque année sont tuées dans cette région, je ne sais pas. C'est des bécasses qui viennent d'un peu partout. Il y en a beaucoup qui viennent aussi de l'Est, qui ont niché pas loin de Tchernobyl. Ça, c'est vraiment des petites bombes radioactives et les gens, ils mangent ça. Bon, moi, je me méfie de tout ce qui sont migrateurs, tous les oiseaux qui sont migrateurs pour manger. Je préfère une bonne poule du Gers. Là, je sais d'où ils viennent. Voilà. Merci. On va avoir de beau temps. Superbe, ça va se dégager, c'est très super. beau. Parce que j'aime bien de voir tout ça comme des grues, voir ça normalement. Ah oui. Hein? On va souvent aller sur le Pays Basque. Voilà, oui. Et après, continuer en Espagne. On va voir si on peut passer. Depuis quelques années, il y en a plus en plus de grues qui restent ici à Arjusan. Ils sont assez à manger, ils sont des endroits pour dormir, mais le plus grand part partent quand même en Espagne. Et là, c'est la première étape vraiment dangereuse, surtout pour les jeunes. Parce que là, ils passent de hautes montagnes. Et surtout quand il y a des brouillards, ils sont de grandes difficultés parce que le grue, c'est pas comme beaucoup d'autres oiseaux. Ils volent en vue. C'est-à-dire quand ils ne voient rien, ils ne savent plus continuer. Et je me rappelle, une nuit, j'ai entendu des grues chez moi, mais par des centaines de cris de jeunes, des adultes, ils ne pouvaient pas se poser. Ils sont retournés juste vers Carcassonne. Et le jour après, ils partent une autre fois vers les Pyrénées. Et là, ils ont eu de chance, ils pouvaient passer. Il y a des années, ils passent sans problème, mais quelquefois, c'est vraiment dangereux pour eux. Laguna de Gallo Canta, qué hospitalaria eres, maña. En ti descansan las grullas cuando vienen por España. En la laguna hay poca agua, pero le queda el salero. Por eso vienen las grullas a dar concierto a este pueblo. Pueblecito aragonés en su laguna escondido. Ahora para muchas gentes ya no eres desconocido. Cuando se acaba el verano, ya muy solos y sin bullas, vienen por el horizonte a acompañarnos las grullas. Passé les Pyrénées, ils arrivent en Aragon. Le pays change complètement, c'est plus sec. Ils volent jusqu'à Gallo Canta. Et ça, c'est très marrant parce qu'avant, il était à Chantecoq. Et maintenant, Gallo Canta, ça veut dire où le coq chante. Et moi, j'ai eu l'impression que j'ai entendu les grues. Ils viennent là comme les gens. Ils parlent beaucoup plus. Est-ce que c'est l'air ou est-ce que c'est vraiment le pays qui fait changer leur voix? La fin de voyage de beaucoup de bruit, presque toute la population européenne de l'Ouest, c'est l'Extremadura, une région traditionnelle pour de grues. Buenas tardes a todos. Sintonizan ustedes Radio Orjanita, la radio más bonita. Hola, buenas tardes. Con respecto a las aves que se ven por nuestra zona, hoy tenemos una gran noticia. Han venido las grullas. Las grullas, como todos ustedes saben, vienen del norte de Europa.
de países como Suecia, Noruega, L'Extremadura, c'est des plantations de chênes vertes et c'est ces glands de chênes vertes leur principale nourriture en hiver. Le gland de chêne, il est très important dans l'Extremadura, c'était pour les vaches, mais surtout pour le cochon noir. Et ils font le fameux jambon de pata negra. Et j'ai même entendu, avant, ils ont fait le chorizo de grue. Moi, j'aime pas trop la corrida, mais la protection de nature qu'elle fait, c'est incroyable. Pauvre taureau, mais tous les oiseaux heureux qui sont ici, des autres animaux. Il n'y a pas une meilleure protection de nature que l'élevage de taureaux. Surtout de taureaux, on ne peut pas élever dans un champ, il faut de chênes, il faut de sauvages. Ça me plaît beaucoup ici. Hablando de pato, que estoy hablando de grulla. Bonito. Ole, ole. No llegan en el otoño las grullas, mi Extremadura. Nos llegan en el otoño y se van en primavera para criar su retoño a otra tierra extranjera. La grue, il fait la première fois sa voyage avec les parents et après, quand il a 4 ans, il s'est marié. Et une fois marié, il reste en principe fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Une grue, ça peut vivre 25-30 ans. Et pendant ce temps, il fait chaque année de voyage. Ça veut dire qu'il fait des voyages 25-30 fois. On a même trouvé une grue une fois qu'il a eu 42 ans. Et une grue en 40 ans, c'est plus âgé qu'un homme de 100 ans. C'est quand même marrant, la grue, il a un cerveau pas plus grand qu'une petite tomate. Il s'adapte à tout, de changements qu'on a fait dans son biotope. Et nous, avec un cerveau plus grand qu'un kilo de tomates, on n'arrive pas à vivre vraiment bien avec la grue. On change toujours l'environnement, on ne laisse pas de place pour les autres. Et en principe, il y a de place pour tout le monde.
grue aux hommes. Ich bin's. Ich bin wieder zurück. Je ne suis pas un grue, mais quand même un genre d'oiseau migrateur. Et les oiseaux migrateurs, ils rentrent toujours chez eux. Whoa!